Chapitre 8. Quelques jours plus tard, quand se fut apaisée la terreur causée par les exécutions, certains animaux se rappelèrent, ou du moins crurent se rappeler, ce qu'enjoignait le 6e commandement « Nul animal ne tuera un autre animal ». Et bien que chacun se gardât d'en rien dire à portée d'oreille des cochons ou des chiens, on trouvait que les exécutions s'accordaient mal avec cet énoncé. Douce demanda à Benjamin de lui lire le 6e commandement, et quand Benjamin, comme d'habitude, s'y fut refusé, disant qu'il ne se mêlait pas de ces affaires-là, elle se retourna vers Edmé. Edmé le lui lut, ça disait « Nul animal ne tuera un autre animal sans raison valable ». Ces 3 derniers mots, les animaux, pour une raison ou l'autre, ne se les rappelaient pas, mais ils virent bien que le 6e commandement n'avait pas été violé. Il y avait clairement de bonnes raisons de tuer les traîtres qui s'étaient ligués avec Boule de Neige. Tout le long de cette année-là, ils travaillèrent encore plus dur que l'année précédente. Achever le moulin en temps voulu avec des murs 2 fois plus épais qu'auparavant, tout en menant de pair les travaux coutumiers, c'était un labeur écrasant. Certains jours, les animaux avaient l'impression de trimer plus longtemps qu'à l'époque de Jones, sans en être mieux nourris. Le dimanche matin, Bribabil, tenant un long ruban de papier dans sa petite patte, leur lisait des colonnes de chiffres. Il en résultait une augmentation marquée dans chaque catégorie de production. 200, 300 ou 500% suivant le cas. Les animaux ne voyaient pas de raison de ne pas prêter foi à ces statistiques, d'autant moins de raison qu'ils ne se rappelaient plus bien ce qu'il en avait été avant le soulèvement. Malgré tout, il y avait des moments où moins de chiffres et plus à manger leur seraient mieux allés. Tous les ordres leur étaient maintenant transmis par Bribabil ou l'un des autres cochons. C'est tout juste si chaque quinzaine Napoléon se montrait en public, mais alors le cérémonial était renforcé. À ces chiens s'ajoutait un jeune coq noir et fiero qui précédait le chef, faisait office de trompette et avant qu'il ne prît la parole, poussait un cocorico ardent. On disait que Napoléon avait un statut propre jusque dans la maison où il avait ses appartements privés. Servi par 2 chiens, il prenait ses repas seul dans le service de porcelaine de Derby frappé d'une couronne, autrefois exposée dans l'argentier du salon. Enfin, il fut entendu qu'une salve de carabine serait tirée pour commémorer sa naissance, tout de même que les 2 autres jours anniversaires. Napoléon n'était plus jamais désigné par un seul patronyme. Toujours on se référait à lui en langage de protocole, notre chef, le camarade Napoléon. De plus, les cochons se plaisaient à lui attribuer des titres tels que père de tous les animaux, terreur du genre humain, protecteur de la bergerie, ami des canetons, ainsi de suite. Dans ses discours, Bribabil exaltait la sagesse de Napoléon et sa bonté de cœur, son indicible amour des animaux de tous les pays, même et en particulier celui qu'il portait aux infortunés des autres fermes, encore dans l'ignorance et l'esclavage. C'était devenu l'habitude de rendre honneur à Napoléon de tout accomplissement heureux et hasard propice. Aussi, entendait-on fréquemment une poule déclarer à une autre commère poule « Sous la conduite éclairée du camarade Napoléon, notre chef, en 6 jours j'ai pondu 5 œufs. » Ou encore, c'étaient 2 vaches à l'abreuvoir s'exclamant « Grâce soit rendue aux lumières du camarade Napoléon, car cette eau a un goût excellent. » Le sentiment général fut bien exprimé dans un poème de Minimus, dit « Camarade Napoléon ». Tuteur de l'orphelin, fontaine de bonheur, calme esprit souverain, seigneur de la pâtée, le feu de ton regard, se penche créateur, soleil dans notre ciel, source de réflexion, ô camarade Napoléon. Ô grand dispensateur de tout ce que l'on aime, ô divin créateur, pourvoyeur du petit et maître en tous arts, oui, chaque bête même, chaque bête te doit foin sec et ventre bon, ô camarade Napoléon. Même un petit cochon, pas plus qu'enfantelet, dans sa contemplation, il lui faudra savoir que sous ton étendard, chaque bête se tait et que son premier cri dira ton horizon, ô camarade Napoléon. Napoléon donna son approbation au poème qu'il fit inscrire sur le mur de la grange en face des 7 commandements. En frontispice, son effigie de profil fut peinte par Bribabil à la peinture blanche. Entre-temps, Napoléon était, par le truchement de Whymper, entré en négociation compliquée avec Frédéric et Pilkington. Le bois de charpente n'était toujours pas vendu.
Frédéric, le plus désireux de s'en rendre acquéreur, n'offrait pas un prix raisonnable. Simultanément, la rumeur se répandit de nouveau d'une offensive de Frédéric et de ses hommes contre la ferme des animaux. Il jetterait bas le moulin dont l'édification avait soulevé chez lui une jalousie effrénée. On savait que Boule de Neige rôdait toujours à la ferme de Pinchfield. Au cœur de l'été, les animaux, en grand émoi, apprirent que 3 poules avaient spontanément avoué leur participation à un complot de Boule de Neige en vue d'assassiner Napoléon. Elles furent exécutées sans délai et de nouvelles précautions furent prises pour la sécurité du chef. La nuit, 4 chiens montèrent la garde autour de son lit, un à chaque coin, et à un petit goret du nom de Œil Rose fut confiée la charge de goûter sa nourriture de peur d'un empoisonnement. Vers ce temps-là, il fut annoncé que Napoléon avait pris la décision de vendre le bois à M. Pilkington. Il était aussi sur le point de passer accord avec la ferme de Foxwood en vue d'échanges réguliers. Les relations entre Napoléon et Pilkington, quoique uniquement menées par Whymper, en étaient devenues presque cordiales. Les animaux se méfiaient de Pilkington, en tant qu'humain, mais le préféraient franchement à Frédéric, qu'à la fois ils redoutaient et haïssaient. L'été s'avançant et la construction du moulin touchant à sa fin, les bruits se firent de plus en plus insistants d'une attaque perfide, déclenchée d'un moment à l'autre. Frédéric, disait-on, se proposait de lancer contre la ferme des animaux une vingtaine d'individus armés de fusils. Déjà, il avait soudoyé les hommes de loi et la police, de façon qu'une fois en possession des titres de propriété, ceux-ci ne soient plus remis en cause. Qui plus est, des histoires épouvantables circulaient sur le traitement cruel infligé à des animaux par ce Frédéric. Il avait fouetté un vieux cheval jusqu'à ce que mort s'en suive, laissé ses vaches mourir de faim, avait jeté un de ses chiens dans la chaudière, se divertissait le soir à des combats de coqs, les combattants avaient des éclats de lames de rasoir fixés aux ergots. Au récit d'atrocités pareilles, le sang des animaux ne faisait qu'un tour, et il leur arriva de clamer leur désir d'être autorisés à marcher sur Pinchfield pour en chasser les humains et délivrer les animaux. Mais Bribabil leur conseilla d'éviter toute action téméraire et de s'en remettre à la stratégie du camarade Napoléon. Malgré tout, une âcre animosité contre Frédéric persistait. Un dimanche matin, Napoléon se rendit dans la grange pour expliquer qu'il n'avait à aucun moment envisagé de lui vendre le chargement de bois. Il y allait de sa dignité, expliqua-t-il, de ne jamais entretenir de relations avec des gredins pareils. Les pigeons, toujours chargés de répandre à l'extérieur les nouvelles du soulèvement, reçurent l'interdiction de toucher terre en un point quelconque de Foxwood, et il leur fut ordonné de substituer au mot d'ordre initial « mort à l'humanité » celui de « mort à Frédéric ». Vers la fin de l'été, une nouvelle machination de Boule de Neige fut démasquée. Les mauvaises herbes avaient envahi les blés, et l'on s'aperçut que, lors d'une de ces incursions nocturnes, Boule de Neige avait semé l'ivraie dans le bon grain. Un jard dans le secret du complot confessa sa faute à Bribabil, puis aussitôt se suicida en avalant des baies de belladone. Les animaux apprirent encore qu'à Boule de Neige, au rebours de ce que nombre d'entre eux avaient cru jusque-là, n'avait jamais été conférée la distinction de héros animal première classe. C'était la pure légende propagée par Boule de Neige lui-même à quelque temps de la bataille de l'Étable. Loin qu'il ait été décoré, il avait été blâmé pour sa couardise au combat. Cette nouvelle-là, comme d'autres avant elle, laissa les animaux abasourdis, mais bientôt Bribabil sut les convaincre que leur mémoire était en défaut. À l'automne, au prix d'un effort harassant et qui tenait du prodige, car presque en même temps il avait fallu rentrer la moisson, le moulin à vent fut achevé. S'il manquait les moyens mécaniques de son fonctionnement, dont Whymper négociait l'achat, le corps de l'édifice existait. Au défi de tous les obstacles, malgré le manque d'expérience et les moyens primitifs à leur disposition, et la malchance et la perfidie de Boule de Neige, l'ouvrage était debout au jour dit. Épuisés mais fiers, les animaux faisaient à n'en plus finir le tour de leur chef-d'œuvre, encore plus beau à leurs yeux que la première fois. De plus, les murs étaient 2 fois plus épais, et rien désormais, rien ne pourrait plus anéantir le moulin qu'une charge d'explosifs. Et repensant à la peine qu'ils avaient prise, aux périodes de découragement surmontées, et à la vie tellement différente qui serait la leur quand les ailes tourneraient et les dynamos fonctionneraient, à la pensée de toutes ces choses, leur lassitude céda,
et ils se mirent à cabrioler autour de leur œuvre, poussant des cris de triomphe. Napoléon lui-même, accompagné de ses chiens et de son jeune coq, se rendit sur les lieux, en personne félicita les animaux de leur réussite et fit connaître que le moulin serait nommé Moulin Napoléon. 2 jours plus tard, les animaux furent convoqués à la grange en séance extraordinaire. Ils restèrent bouche bée quand Napoléon annonça qu'il avait vendu le chargement de bois à Frédéric. Dès le lendemain, celui-ci se présenterait avec ses camions pour prendre livraison de la marchandise. Ainsi, pendant la période de son amitié prétendue avec Pilkington, Napoléon avait entretenu avec Frédéric les relations secrètes qui menaient à cet accord. Toutes les relations avec Foxwood avaient été rompues et des messages injurieux adressés à Pilkington. Les pigeons avaient pour consigne d'éviter la ferme de Pinchfield et de retourner le mot d'ordre « Mort à Frédéric » devenait « Mort à Pilkington ». En même temps, Napoléon assura les animaux que les menaces d'une attaque imminente contre la ferme des animaux étaient sans fondement aucun. Quant au conte sur la cruauté de Frédéric envers ses bêtes, c'était très exagéré. De telles fables devaient trouver leur origine dans la malfaisance de Boule de Neige et de ses agents. Et pour Boule de Neige lui-même, il y avait maintenant tout lieu de croire qu'il ne s'était pas réfugié à la ferme de Pinchfield. En vérité, il n'y était jamais allé. Depuis des années, il vivait à Foxwood, dans l'opulence, disait-on, à la solde de Pilkington. Les cochons béaient d'admiration devant tant de fine astuce chez Napoléon. Feignant d'être l'ami de Pilkington, il avait contraint Frédéric à renchérir de 12 livres sur son offre initiale. Et ce qui faisait de Napoléon un cerveau d'exception, c'était, dit Bribabil, qu'il ne faisait confiance à personne, pas même à Frédéric. Celui-ci avait voulu payer le bois au moyen d'un chèque, soit pas plus, à ce qu'il semblait, qu'une promesse d'argent écrite sur un bout de papier. Or, Napoléon, des 2, était le plus malin. Il avait exigé un versement en billets de 5 livres à lui remettre avant l'enlèvement de la marchandise. Et Frédéric avait déjà payé, et le montant de la somme se trouvait suffire à l'achat de la machinerie du moulin. Frédéric avait promptement pris livraison du bois, et l'opération achevée, une autre réunion fut tenue dans la grange où les animaux purent examiner de près les billets de banque. Portant ces 2 décorations, Napoléon sur l'estrade, reposé sur un lit de paille, souriant aux anges, l'argent à côté de lui, soigneusement empilé sur un plat de porcelaine de Chine provenant de la cuisine. Les animaux défilèrent avec lenteur, n'en croyant pas leurs yeux. Et Malabar, du museau, renifla les billets, et sous son souffle, on les vit bruire et frémir. 3 jours plus tard, ce fut un ourvari sans nom. Whymper, les traits livides, remonta le sentier sur sa bicyclette, s'en débarrassa précipitamment dans la cour, puis courut droit à la maison. L'instant d'après, on perçut, venus des appartements de Napoléon, des cris de rage mal étouffés. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit comme une traînée de poudre. Les billets de banque étaient faux. Frédéric avait acquis le bois sans bourse déliée. Napoléon rassembla les animaux sur le champ et d'une voix terrible prononça la condamnation à mort. « Une fois Frédéric entre nos pattes, dit-il, nous le ferons bouillir à petit feu. » Et du même coup, il les avertit qu'après cet acte de trahison, le pire était à redouter. À tout instant, Frédéric et ses gens pourraient bien lancer l'attaque si longtemps attendue. Des sentinelles furent disposées sur toutes les voies d'accès à la ferme. 4 pigeons furent dépêchés vers Foxwood, porteurs d'un message de conciliation, car on espérait rétablir des relations de bon voisinage. L'attaque eut lieu dès le lendemain matin. Les animaux prenaient leur premier repas quand les guetteurs firent irruption, annonçant que Frédéric et ses partisans avaient déjà franchi la clôture aux 5 barreaux. Crânement, les animaux se portèrent à leur rencontre, mais cette fois la victoire ne fut pas aussi facile qu'à la bataille de l'étable. Les hommes, une quinzaine, étaient armés de 6 fusils, et quand les animaux furent à 50 mètres, ils ouvrirent le feu. Les défenseurs, ne pouvant faire face aux explosions épouvantables et aux cuisantes brûlures des plombs, reculèrent, malgré les efforts de Napoléon et de Malabar pour les rameuter. Un certain nombre d'entre eux étaient blessés déjà. Alors les animaux se replièrent sur les dépendances de la ferme, épiant l'ennemi par les fentes et fissures des portes. Tout le grand herbage, moulin compris, était tombé aux mains des assaillants. À ce moment, même Napoléon avait l'air désemparé.
Sans un mot, il faisait les 100 pas, nerveux, la queue raidie. Il avait pour la ferme de Foxwood des regards nostalgiques. Ah, si Pilkington et les siens venaient leur prêter main forte, ils pourraient encore l'emporter. Or, à cet instant, les 4 pigeons envoyés en mission la veille revinrent, l'un d'eux avec un billet griffonné au crayon par Pilkington et disant « Ça vous apprendra ». Cependant, Frédéric et ses gens avaient fait halte auprès du moulin. Un murmure de consternation parcourut les animaux qui les regardaient faire, car 2 hommes avaient brandi une masse et une barre servant de levier. Ils s'apprêtaient à faire sauter le moulin. « Ils n'ont aucune chance !» s'écria Napoléon. « Nos murs sont bien trop épais. En 1 semaine, ils n'y parviendraient pas. Courage, camarades !» Mais Benjamin regardait faire les 2 hommes avec une attention soutenue. Avec la masse et la barre, il perçait un trou à la base du moulin. Lentement, comme si la scène l'eût amusé, Benjamin hocha de son long museau. « Je m'en doutais, dit-il. Vous ne voyez pas ce qu'ils font? Encore un instant et ils vont enfoncer leur explosif dans l'ouverture. » Les animaux attendaient, terrifiés. Et comment auraient-ils pu s'aventurer à découvert? Mais bientôt on vit les hommes s'égailler de tous côtés. Puis un grondement assourdissant. Les pigeons, là-haut, tourbillonnaient. Tous les autres animaux, Napoléon excepté, se tenaient à terre la tête cachée. Quand ils se relevèrent, un énorme nuage de fumée noire planait sur le lieu où le moulin s'était élevé. Lentement la brise dissipa la nuée. Le moulin avait cessé d'être. Voyant cela, les animaux reprennent courage. La peur et le désespoir éprouvé quelques instants plus tôt cèdent devant leur rage contre tant de vilainie. Une immense clameur de vengeance s'élève, et sans attendre les ordres, ils se jettent en masse, droit sur l'ennemi. Et c'est comme si leur son de rien, les plombs qui druent comme grêle s'abattent alentour. C'est une lutte âpre et sauvage, les hommes lâchant salve sur salve, puis quand les animaux les serrent de près, les harcelant de leurs gourdins et de leurs lourdes bottes, une vache, 3 moutons et 2 oies périssent, et presque tous sont blessés. Napoléon lui-même, qui de l'arrière dirige les opérations, voit sa queue lacérée par un plomb. Mais les hommes non plus ne s'en tirent pas indemnes. À coups de sabot, Malabar fracasse 3 têtes. Un autre assaillant est éventré par une vache. Un autre encore a le pantalon mis à mal par les chiennes Constance et Fleur. Et quand Napoléon lâche les 9 molosses de sa garde, leur ayant enjoint de tourner l'ennemi sous couvert de la haie, les hommes, les apercevant sur leurs flancs et entendant leurs aboiements féroces, sont pris de panique. Ils se voient en danger d'être encerclés. Frédéric crie à ses hommes de détaler pendant qu'il en est temps, et dans l'instant voilà les lâches qui prennent le large. C'est un sauve qui peut, un sauve-ta-peau. Alors les animaux prennent les hommes en chasse, ils les traquent jusqu'au bas du champ, et là, les voyant se faufiler à travers la haie, ils les obligent d'encore quelques ruades. Vainqueurs, mais à bout de force et couverts de sang, c'est clopin-clopant qu'ils regagnèrent la ferme. Voyant l'herbe jonchée de leurs camarades morts, certains d'entre eux pleuraient. Quelques instants, ils se recueillirent, affligés, devant le lieu où s'était élevé le moulin. Oh, il n'y avait plus de moulin, et les derniers vestiges de leur ouvrage étaient presque effacés. Même les fondations étaient en partie détruites. Et pour le reconstruire, cette fois, ils ne pourraient plus se servir des pierres fracassées au sol, car elles aussi avaient disparu. La violence de la déflagration les avait projetés à des centaines de mètres, et c'était comme si le moulin n'avait jamais été. Comme ils approchaient de la ferme, Brille-Babil, qu'inexplicablement on n'avait pas vu au combat, vint au-devant d'eux, sautillant et trémoussant de la queue, l'air ravi. Et les animaux perçurent, venus des dépendances, retentissant et solennel, un coup de feu. « Qu'est-ce que c'est, ce coup de fusil ?» dit Malabar. « C'est pour célébrer la victoire !» s'exclama Brille-Babil. « Quelle victoire ?» demanda Malabar. Ses genoux étaient en sang, il avait perdu un fer et écorché son sabot. Une dizaine de plombs s'étaient logés dans sa jambe de derrière. « Quelle victoire, camarades !» reprit Brille-Babil. « N'avons-nous pas chassé l'ennemi de notre sol, le sol sacré de la ferme des animaux ?»
Mais ils ont détruit le moulin, et 2 ans nous y avions travaillé. Et alors? Nous en bâtirons un autre, et nous en bâtirons 6, si cela nous chaud. Camarades, tu n'estimes pas nos prouesses à leur aune. L'ennemi foulait au pied notre sol même, et voici que, grâce en soit rendue au camarade Napoléon à ses qualités de chef, nous en avons reconquis jusqu'au dernier pouce. Alors nous avons repris ce que nous avions déjà, dit Malabar. C'est bien là notre victoire, repartit Brille-Babil. Ils entrèrent tout clopinant dans la cour. La jambe de Malabar lui cuisait douloureusement, là où les plombs s'étaient fichés sous la peau. Il entrevoyait quel lourd labeur exigerait la reconstruction du moulin à partir des fondations. Et déjà, à la pensée de cette tâche, en esprit il se revigorait. Mais pour la première fois, il lui vint qu'il avait maintenant 11 ans d'âge, et que peut-être ses muscles n'avaient pas la même force que dans le temps. Lorsque les animaux virent flotter le drapeau vert et entendirent qu'on tirait le fusil de nouveau, 7 fois en tout, et quand enfin Napoléon les félicita de leur courage, alors il leur sembla qu'ils avaient, après tout, remporté une grande victoire. Aux bêtes massacrées au combat, on fit des funérailles solennelles. Malabar et Douce s'attelèrent au chariot qui tint lieu de corbillard, et Napoléon en personne conduisit le cortège. Et 2 grands jours furent consacrés aux célébrations. Ce furent chants et discours, et encore d'autres salves de fusils, et par faveur spéciale chaque animal reçut 1 pomme. En outre, les volatiles eurent droit à 2 onces de blé, et les chiens à 3 biscuits. Il fut proclamé que la bataille porterait le nom de bataille du Moulin à Vent, et l'on apprit que Napoléon avait pour la circonstance créé une décoration nouvelle, l'ordre de la bannière verte, qu'il s'était conféré à lui-même. Et au cœur de ces réjouissances fut oubliée la regrettable affaire des billets de banque. À quelques jours de là, les cochons tombèrent par hasard sur une caisse de whisky oubliée dans les caves. Personne n'y avait prêté attention en prenant possession des locaux. Cette même nuit, on entendit, venu de la maison, des chansons braillées à tue-tête et auxquelles se mêlaient, à la surprise générale, les accents de bêtes d'Angleterre. Sur les 9h30, on reconnut distinctement Napoléon, le chef coiffé d'un vieux melon ayant appartenu à Jones, qui surgissait par la porte de l'office, galopait à travers la cour, puis s'engouffrait de nouveau à l'intérieur. Le lendemain, un lourd silence pesa sur la ferme des animaux et pas un cochon qui donna signe de vie. On allait sur les 9h quand Brille-Babil fit son apparition, l'air incertain et l'allure déjetée, l'œil terne, la queue pendante et flasque, enfin faisant pitié. « Il doit être gravement malade, » se disait-on. Mais bientôt, il rassembla les animaux pour leur faire part d'une nouvelle épouvantable. Le camarade Napoléon se mourait. Ce ne furent que lamentations. On couvrit de paille le seuil des portes et les animaux allaient sur la pointe des pattes, les larmes aux yeux. Ils se demandaient les uns les autres ce qu'ils allaient faire si le chef leur était enlevé. Une rumeur se répandit. Boule de Neige avait réussi à glisser du poison dans sa nourriture. À 11h, Brille-Babil revint avec d'autres nouvelles. Napoléon avait arrêté son ultime décision ici-bas, punissant de mort tout un chacun pris à ingurgiter de l'alcool. Dans la soirée, il apparut que Napoléon avait repris du poil de la bête. Et le lendemain matin, Brille-Babil rapporta qu'il était hors de danger. Au soir de ce jour-là, il se remit au travail, et le jour suivant, on apprit qu'il avait donné instruction à Whymper de se procurer à Willingdon des opuscules expliquant comment se distille et fabrique la bière. Une semaine plus tard, il ordonnait de labourer le petit enclos attenant au verger, primitivement réservé aux animaux devenus inaptes au travail. On en donna pour raison le mauvais état du pâturage et le besoin de l'ensemencer à neuf. Mais, on le sut bientôt, c'était de l'orge que Napoléon désirait y planter. Vers ce temps-là, survint un incident bizarre dont le sens s'échappa à presque tout le monde, un fracas affreux dans la cour vers les minuit. Les animaux se ruèrent dehors où c'était le clair de lune. Au pied du mur de la grange, là où étaient inscrits les 7 commandements, ils virent une échelle brisée en 2, et à côté, Brille-Babil étendu sur le ventre, paraissant avoir perdu connaissance.
Autour de lui s'étaient éparpillés une lanterne, une brosse et un pot renversé de peinture blanche. Tout aussitôt, les chiens firent cercle autour de la victime, et dès qu'elle fut à même de marcher, sous escorte, la ramenèrent au logis. Aucun des autres animaux n'avait la moindre idée de ce que cela pouvait vouloir dire, sauf le vieux Benjamin qui, d'un air entendu, hochait le museau, quoique décidé à se taire. Quelques jours plus tard, la chèvre Edmée, en train de déchiffrer les 7 commandements, s'aperçut qu'il en était encore un autre que les animaux avaient compris de travers. Ils avaient toujours cru que le 5e commandement énonçait « Aucun animal ne boira d'alcool ». Or, 2 mots leur avaient échappé. De fait, le commandement disait « Aucun animal ne boira d'alcool à l'excès ».